Elle regardait cette photo depuis 10 minutes, un inconnu quelque part dans une ville qu'elle n'avait jamais visitée. Mais ce sourire, ces yeux, cette fossette, c'est impossible. Sophia sentit ses jambes se dérober. Elle tomba à genoux. Dans ses mains, ce n'était pas juste un visage. C'était le fantôme de son fils, celui qu'on lui avait dit mort, 27 ans plus tôt. Sophia Delmas a 46 ans. Elle vit à La Rochelle, dans un appartement sobre, au-dessus d'une petite librairie où elle travaille depuis 12 ans. Elle aime les silences, les vieux livres, les choses qu'on classe à leur place pour ne plus penser au reste. Sophia est de celles dont on dit qu'elles sont solides. Le genre de femme qui ne parle pas de ses douleurs, qui sourit même quand la nuit a été longue. Elle a appris à faire avec. Parce qu'il y a des blessures qu'on ne guérit pas. On apprend juste à marcher en boitant. À 19 ans, elle était étudiante en sciences humaines, amoureuse d'un garçon de passage, tombée enceinte d'un amour trop court, trop flou. Elle avait eu peur, mais elle avait décidé de garder l'enfant. Elle n'avait pas de famille présente, juste une tante autoritaire, à qui elle n'avait pas osé avouer sa grossesse. Alors, elle avait vécu ces mois dans l'ombre, cachée, fragile. À 8 mois de grossesse, elle avait été transférée dans une clinique discrète, recommandée par une assistante sociale, bien intentionnée. Et c'est là que tout a basculé. Elle n'a jamais entendu le cri de son bébé, juste les voix froides, les gestes pressés, et cette phrase tranchante « Madame, votre enfant est né sans vie ». Puis le silence, l'anesthésie, le trou noir. Quand elle s'est réveillée, il n'y avait pas de berceau, pas de traces, pas de nom sur un papier, pas même un acte de naissance, juste un sac plastique avec ses affaires, un formulaire de sortie et un taxi qui l'attendait dehors. Elle n'a jamais posé de questions, parce qu'on l'avait convaincue que la vérité ferait plus mal encore. Parce qu'à 19 ans, seule et sans repère, on vous apprend très vite à croire ce qu'on vous dit. Mais quelque chose en elle n'a jamais cessé de hurler. Pendant des années, elle a tenté de vivre. Elle s'est mariée. Elle a divorcé. Elle n'a jamais eu d'autres enfants. Elle n'a jamais expliqué pourquoi. Dans chaque regard croisé, dans chaque adolescent croisé par hasard dans la rue, elle cherchait un reflet, un indice. Elle le niera longtemps, mais elle a toujours su. Et puis un jour, en scrollant les réseaux sociaux, un visage est apparu. Un jeune homme, 27 ans, animateur social à Toulouse. Il avait posté une vidéo engagée, devenue virale. Sophia cliqua par hasard, puis elle figea. Ses mains tremblaient, il riait. Et dans ce rire, dans cette fossette sur la joue gauche, dans ses yeux noisettes presque dorés, elle vit son propre visage, celui qu'elle avait à 19 ans. Et tout bascula. Les jours suivants furent flous. Sophia ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, avec cette image imprimée dans la rétine. Ce garçon, ce sourire, ses yeux. Elle n'avait pas partagé sa découverte. À qui aurait-elle parlé? À ses collègues de la librairie? À ses quelques amis qui pensaient de tous qu'elle n'avait jamais eu d'enfant? Non, cette douleur, cette intuition viscérale, elle la portait seule, comme une fièvre. Mais un matin, elle décida d'agir. Elle retourna sur le profil du jeune homme. Il s'appelait Lucas Marais. Il avait 27 ans, travaillait comme animateur dans un centre socio-éducatif de quartier à Toulouse. Il semblait engagé, aimé, entouré. Il postait souvent des textes poignants sur l'identité, la recherche de soi, les origines. Sophia ouvrit un cahier. Elle note chaque détail, chaque date, chaque photo. Elle recopia même des légendes de poste, comme si elle avait peur que tout disparaisse. Puis, elle imprima une photo de lui, une seule, et la plaça dans une enveloppe qu'elle glissa dans le tiroir de sa table de nuit. Elle n'avait encore rien décidé. Elle savait seulement que quelque chose grondait en elle, quelque chose de trop grand, trop profond pour être ignoré. L'instinct, celui des mères, celui qu'on ne peut pas anesthésier. Un soir, elle se décida à parler, à une seule personne. Catherine, son ancienne colocataire, aujourd'hui psychologue. Elle ne s'était pas vue depuis des années, mais elle savait que Catherine ne la jugerait pas. Dans un café calme, en fin de journée, Sophia craqua. « Je crois que mon fils est vivant. » Catherine la regarda longuement, puis posa sa main sur la sienne. « Commence par me raconter. » Alors Sophia parla. Pour la première fois depuis 27 ans, elle raconta tout. La clinique, le bébé qu'on lui avait dit mort-né, le vide, le silence, la disparition. Et maintenant, ce garçon, ce visage, ce lien qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais qui brûlait en elle. Catherine l'écouta sans interruption, puis elle demanda « Tu as une preuve de son décès? Un certificat? Un document? Une trace officielle ?»
Sophia secoua la tête. Rien, juste leurs paroles. Alors il faut chercher, il faut creuser. Personne ne disparaît sans laisser de traces, pas même les mensonges. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophia comprit que ce qu'elle ressentait n'était pas une illusion. C'était une révolte, une mémoire enfouie, un cri que le temps n'avait pas réussi à étouffer. Elle alluma une bougie, s'assit à sa table et, pour la première fois, tapa dans Google « Clinique Sainte-Cécile, plus naissance, place, 1993, plat d'essai non déclaré, puis vol d'enfants, place adoption illégale, place France années 90. » Et là, les premières fissures dans le mur apparurent. Articles, témoignages, enquêtes, des histoires presque identiques, des femmes, jeunes, pauvres, isolées, à qui on avait dit la même chose, « Votre enfant est mort ». Mais les enfants étaient vivants, adoptés, vendus, échangés contre des papiers, parfois même contre du silence politique. Et si Lucas... Sophia se leva, les mains glacées. Elle avait ouvert une brèche. Et maintenant, elle savait qu'elle ne s'arrêterait plus. Sophia passa la semaine suivante à fouiller, papier par papier, bureau par bureau. Elle commença par la mairie de Bordeaux, là où elle avait accouché, à l'époque. On l'envoya vers les archives, puis vers l'état civil, puis vers un numéro introuvable. Chaque fonctionnaire lui souriait poliment, puis devenait évasif dès qu'elle prononçait les mots « mort-né, pas de certificat, naissance sans trace ». Un matin, elle fut reçue dans un bureau vétuste au sous-sol d'un centre administratif. Une femme aux lunettes épaisses fouillait un vieux registre. « Quel nom avez-vous déclaré à la naissance de l'enfant ?»« Je n'en ai pas eu le temps. Il est mort-né. C'est ce qu'on m'a dit. » « Et la clinique a transmis l'acte de décès ?» Sophia secoua la tête. La femme la fixa, intriguée. « C'est étrange. Même pour un enfant né sans vie, il y a toujours un enregistrement, même sommaire. » Elle tapota sur son clavier. Quel était le nom de la clinique ? Sainte-Cécile. Fermée depuis ? Silence. Attendez. La femme ouvrit un tiroir, en sortit un vieux registre poussiéreux. Elle le feuilleta lentement, puis s'arrêta. Elle fronça les sourcils. Il y a bien une entrée au DAS 7 avril 1993. Naissance d'un garçon. Mère, Sophia Bouchard. Mais aucune mention de décès. Aucune suite. Sophia sentit son cœur s'emballer. Ça veut dire quoi ? La femme se redressa, mal à l'aise. Ça veut dire qu'il y a eu une naissance, officiellement, et qu'ensuite, quelqu'un n'a pas fait suivre les documents, ou les a fait disparaître. Sophia était tétanisée. Ce qu'elle avait toujours cru commence à basculer. Je peux obtenir une copie de ce document ? Je vais devoir faire une demande spéciale. Il faut du temps. Du temps. Sophia n'en avait plus. Elle se rendit ensuite dans un ancien local reconverti en médiathèque, où les archives de la clinique Sainte-Cécile avaient, selon un forum, été entreposées après la fermeture de l'établissement. Elle chercha, seule, boîte après boîte, dossiers déchirés, registres à moitié brûlés. Au fond d'une armoire, elle trouva une enveloppe scellée, au nom d'un médecin, Dr Léonard Michel, chef de service obstétrique à l'époque. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, quelques feuillets jaunis, un rapport d'accouchement, et en marge, une note manuscrite, raturée, mère en état de choc, refus de voir le corps, transfert en chambre isolée, enfant confié immédiatement à l'institution partenaire. Institution partenaire ? Quel genre d'institution prend un enfant sans informer la mère ? Ce soir-là, Sophia rentra chez elle le visage blême. Elle resta des heures assise sur son canapé, la photo de Lucas posée devant elle. Elle murmura « On me l'a volé ». Et pour la première fois, ce mot avait un goût clair. Pas une tragédie, pas une fatalité, un crime. Deux mots ne quittisent plus l'esprit de Sophia. Institution partenaire. Elle les avait lus et relus sur cette note griffonnée, sans en comprendre la portée exacte. Ce n'était ni une pouponnière, ni une crèche, ni une PMI classique. Elle décida de remonter le fil. Dans les jours qui suivirent, elle retrouva d'anciens articles de presse, quelques bribes de rapports d'époque évoquant une structure discrète située à 40 km de Bordeaux, Maison Sainte-Louise, présentée à l'époque comme un centre d'accueil pour mères mineures en difficulté. Mais un nom revenait régulièrement, à demi-mot, dans les commentaires d'anciens patients et anciennes employées. On y faisait disparaître des bébés. Sophia s'y rendit un matin d'avril. Le bâtiment existait toujours. Haut portail en fer forgé, jardin impeccable, silence pesant. À l'entrée, une plaque sobre.
Centre médico-social, Sainte-Louise, direction, Ordre des Sœurs Consolatrices. Elle se présenta comme une chercheuse indépendante. L'accueil fut froid, presque hostile. Vous n'avez pas rendez-vous, nous ne divulguons aucune archive concernant des tiers. Mais Sophia insista. Elle montra une photocopie du rapport médical, fit mine d'enquêter pour une thèse universitaire. L'employé céda, agacé. « Attendez-la !» Un quart d'heure plus tard, une femme âgée, droite, vêtue de gris, entra. Elle se présenta sobrement, sœur André. « Vous cherchez quoi, exactement ?»« La vérité, sur un enfant né ici ou transféré ici, en avril 1993. » Sœur André soutint son regard. Les procédures de l'époque étaient différentes. Les mères accouchaient sous X, parfois sans le savoir vraiment. Les enfants étaient confiés à des familles, dans leur intérêt. Et quand la mère n'avait jamais signé aucun papier, quand elle ignorait que son bébé était vivant, un silence. La religieuse détourna les yeux. « Il y a eu des erreurs. » Sophia la fixa, tremblante. « Il s'appelait comment? Celui qu'on m'a pris ?» Sœur André ferma les yeux. « Nous n'utilisions pas les noms d'origine. L'enfant est inscrit comme Louise A, né le 17 avril. Transfert immédiat. Pas d'adoption formelle. Famille d'accueil sous arrangement privé. » Privé? Vous voulez dire sans dossier officiel? La sœur se leva, lentement. « Je ne peux rien dire de plus, mais vous avez le droit de chercher. » Et elle lui tendit un feuillet, un ancien registre, partiellement caviardé. Une ligne lisible seulement. Louis A. Transféré le 21 avril 1993, famille Dufresne, Arcachon. Sophia sortit du centre, hébétée. Elle marcha longtemps. Les mouettes criaient au-dessus de la ville. Le vent marin fouettait ses joues. Elle était en état de choc. Elle tenait enfin un nom. Dufresne, un fil, une piste, un foyer. Elle murmura « Je te retrouverai, même si je dois remuer toute la mer pour ça. » Et son regard s'assombrit, car elle savait désormais que ce qu'on lui avait fait n'était pas une erreur, c'était une organisation. Sophia rentra chez elle le cœur battant, les mains moites, la gorge serrée. Depuis cette rencontre avec Inès, son esprit ne tenait plus en place. La nuit suivante, elle dormit à peine. Elle tourna et retourna la photo du jeune homme sur son téléphone, comme si elle pouvait, à force de la fixer, lui arracher une certitude. Au petit matin, elle alluma son ordinateur. Elle ouvrit un nouveau document, puis une page blanche, et elle écrivit « Ce que vous allez lire est une histoire vraie, la mienne. Une histoire qu'on m'a volée, puis recousue avec du silence. Une histoire de chair, de sang, d'un berceau vide qu'on m'a refusé de pleurer. » Elle raconta tout, sa grossesse, la maternité, le médecin au regard fuyant, la phrase glaciale « Votre bébé n'a pas survécu » et ce corps d'enfant qu'on ne lui a jamais laissé voir. Elle hésita. Puis, elle nomma les choses. Volume, dissimulation, secret, droit au deuil arraché. Elle signa de son vrai nom, Sophia Delgado. Elle posta son témoignage anonymement, sous pseudonyme, sur un forum de mères endeuillées, puis sur un autre, consacré aux adoptions internationales, et enfin, sur un groupe privé, dans un coin du web où les algorithmes n'allèrent pas chercher. Elle pensait que rien ne se passerait, que personne ne lirait. Mais 2 jours plus tard, tout bascula. Des femmes commencèrent à répondre, puis à l'appeler. Des mères, des infirmières, même une ancienne secrétaire d'hôpital. Elles racontaient des choses similaires, des naissances, des silences, des dossiers perdus, des déclarations de décès sans certificat, des certificats de naissance modifiés. Puis un message. « Je crois avoir connu un médecin qui travaillait à l'hôpital où vous avez accouché. Il a été radié en 1999 pour irrégularité administrative. » Un autre. « Mon fils a été adopté en 1995. On m'a dit que sa mère l'avait abandonné. Mais elle s'appelait Sophia. Je vais chercher dans les papiers. » Sophia tremblait. Elle sentit pour la première fois qu'elle n'était peut-être pas folle, et que si elle continuait à tirer ce fil invisible, quelque chose d'immense pouvait apparaître à l'autre bout. 3 semaines passèrent. Sophia n'était plus la même femme. Elle fouillait, cherchait, croisait des témoignages, recoupait des noms, des dates, des hôpitaux. Sa cuisine était devenue une salle d'enquête improvisée. Des photos, des post-it, des impressions, des cartes reliées par des ficelles rouges comme dans un polar. Un soir, elle décida d'écrire à la mairie de naissance. Elle demanda une copie complète de l'acte de naissance de son fils, censé être mort le 17 juillet 1993. Elle y joignit une déclaration manuscrite.
2 semaines plus tard, elle reçut une lettre simple, une enveloppe brune, banale. Mais à l'intérieur, un choc. Nous n'avons trouvé aucun enregistrement correspondant à la date et au nom mentionné. Veuillez vérifier vos informations. Sophia relut 3 fois. Elle vérifia. Elle avait bien accouché ce jour-là. À l'hôpital général de Saint-André. Elle avait un bracelet de maternité. Elle avait un suivi de grossesse. Mais pas de certificat de naissance. Pas d'acte d'enfant né. Pas même un certificat de décès. Comme si son fils n'avait jamais existé. Elle se sentit brusquement engloutie par un vide terrifiant. Un gouffre administratif dans lequel sa maternité s'était dissoute. Elle prit rendez-vous avec un avocat et un spécialiste du droit de la famille, M. Karim Nouri, 35 ans, précis, silencieux, mais son regard s'attarda un peu plus longtemps que prévu sur le dossier. « Vous dites que l'enfant est mort-né ? C'est ce qu'on m'a dit, je ne l'ai jamais vu, je n'ai rien signé, pas de cercueil, pas de corps, rien. Et l'hôpital ? J'ai écrit, aucune réponse. » Karim se pencha vers elle. « Madame Delgado, ce genre de situation, malheureusement, n'est pas sans précédent. Il y a eu des cas, notamment en Espagne, des enfants déclarés morts, puis illégalement confiés à l'adoption. On va creuser. Je vous promets qu'on va creuser. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. Elle n'était plus seule. Le lendemain, Karim envoya une demande officielle aux archives départementales. Il voulait retrouver les registres d'accouchement de juillet 1993 à Saint-André. Une semaine plus tard, il reçut un mail étrange. Le registre de l'année 1993 a été détruit lors d'un dégât des eaux. Aucun duplicata disponible. Mais dans la même réponse, une ligne en bas du mail attira l'attention. Une copie partielle de certains actes a toutefois été versée aux archives privées de l'Ordre des sages-femmes régionales, sur demande exceptionnelle. Karim appela immédiatement. Après 2 heures d'attente, une femme répondit. Vieille voix, fatiguée, mais claire. J'ai bien un extrait de registre au nom de Sofia Delgado, mais il est tamponné comme non conforme. Une annotation manuscrite mentionne « accouchement non déclaré officiellement ». C'est très inhabituel. Karim s'immobilisa. « Est-ce que je peux l'obtenir ?» « Normalement non, mais vu les circonstances, je peux vous l'envoyer. » Quand il reçut le document, il le lut debout. Il y avait bien le nom de Sofia et celui de l'hôpital. Une ligne griffonnée à la main en bas de page. Fille. 2 i 9 kilogramma. Vivante à la naissance. Sofia tomba à genoux en découvrant cette phrase. Vivante. On lui avait dit mort-née. On l'avait regardé pleurer un fantôme. On l'avait enfermée dans un deuil fabriqué. Et cette vérité-là, maintenant, tenait en une ligne d'écriture tremblée. Le bureau du détective privé avait quelque chose de désuet. Des murs recouverts de classeurs étiquetés à la main, une machine à café en fin de vie, et un homme aux yeux fatigués qui semblait porter les secrets de 100 autres vies. Sofia s'assit, les mains moites. Elle n'avait pas dormi depuis 2 jours. « J'ai besoin de savoir. Je ne peux plus vivre avec ce doute. » L'homme hocha la tête. Il n'en était pas à sa première histoire de ce genre, mais il sentait, dans la voix de Sofia, que celle-ci était différente, plus viscérale, plus tragique. Il prit le dossier qu'elle lui avait confié, une simple pochette Kraft contenant les maigres indices de son enquête personnelle, l'avis de naissance, le certificat de décès de l'hôpital, la capture d'écran du profil du jeune homme et une lettre qu'elle avait écrite sans jamais l'envoyer. « Vous êtes prête à ce que je cherche, même si ce que je trouve est pire que ce que vous imaginez ?» Sofia acquiesça. Elle n'avait plus peur, seulement besoin. Les jours suivants furent un supplice. Chaque son de téléphone la faisait sursauter. Chaque notification, chaque appel inconnu. Jusqu'au moment où le détective la rappela. 3 mots, seulement. On a un nom. Il prononça Lucas B., né à Lyon en 1994, adopté officiellement en 1995 après avoir été abandonné à la naissance, selon les archives sociales. Mais Sofia savait. Elle n'avait jamais abandonné son fils. Elle sentit le sol se dérober sous elle. Son cœur battait si fort qu'elle en eut mal à la poitrine. Il est vivant. Elle n'eut besoin d'aucune preuve supplémentaire. Elle le savait, le pressentait. Ce garçon qu'elle avait vu en photo sur les réseaux sociaux, ce jeune adulte qui lui ressemblait tant, c'était lui, son bébé, son fils. Mais comment l'approcher ? Comment dire à un inconnu « Je suis ta mère, on t'a volé à moi ?» Elle écrivit une lettre, la réécrivit 100 fois, et finit par ne pas l'envoyer. Elle décida d'abord de le voir en vrai, de loin.
Il travaillait dans un café à Bordeaux, selon les informations glanées. Elle s'y rendit un samedi matin, comme une voleuse de vérité. Elle s'installa à une table en terrasse. Et là, il arrive. Plateau à la main, casquette sur les cheveux. Il riait avec ses collègues. Un rire clair, sincère. Sophia sentit ses jambes trembler. Il était là, vivant, épanoui. Et elle, étrangère à sa vie. « Bonjour, je peux vous servir quelque chose ?» Elle leva les yeux, le regarda. 1 seconde, 2 secondes, et dit simplement « Un café long, s'il vous plaît. » Sa voix vacilla. « Avec du sucre ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Mais elle savait. C'était lui. Elle fondit en larmes, tête baissée, une main sur la bouche pour ne pas hurler. Sophia avait l'impression d'avoir passé sa vie à chercher dans le noir une lumière qui n'existait plus. Mais ce matin-là, un message privé lui parvint via une page communautaire qu'elle n'avait visitée qu'une seule fois. Une page sobrement nommée « Témoignages d'enfants volés 1975 à 1995 ». Le message disait « Bonjour, je m'appelle Adam. Je ne sais pas si ça a du sens. Mais votre publication m'a troublé. J'ai été adopté à l'âge de 3 jours, sans nom, juste un bracelet coupé. Je n'ai jamais eu accès à mon dossier médical complet. J'ai 27 ans. Et votre visage me dit quelque chose. » Sophia sentit ses doigts trembler. Adam, 27 ans. Adopté 3 jours après la date présumée de son accouchement. Un prénom changé. Une identité trouée. Un vide dans le regard qu'elle connaissait par cœur. Elle lut le message au moins 10 fois avant d'oser répondre. Chaque mot devait être pesé. Il ne s'agissait plus d'un soupçon. C'était peut-être une vie retrouvée. « Merci de m'avoir écrit. Ce que vous décrivez correspond à mon histoire. J'ai perdu un fils à la naissance. On m'a dit qu'il était mort, mais je n'ai jamais vu son corps. Rien. Pas même un certificat. Je ne veux pas vous bousculer. Mais seriez-vous prêt à en parler par téléphone ?» Il répondit 2 heures plus tard. « Oui. » Ils se parlèrent le soir même, dans une émotion feutrée. Lui était prudent, presque froid au début. Elle, brisée, mais digne. Chaque mot échangé résonnait dans une mémoire sans image. Et puis vint le silence. Celui d'Adam. Celui d'un garçon qui avait trop attendu pour poser les questions qu'on ne posait pas dans sa famille d'adoption. Il y a toujours eu un malaise. Des regards évités. Des réponses évasives. On m'a dit que j'étais chanceux. Que j'avais été sauvé. Mais sauvé de quoi? Sophia pleura, silencieusement. Elle n'osait pas encore croire, mais au fond d'elle, quelque chose s'ancrait. Ils décidèrent de se rencontrer. Pas dans un lieu public, trop d'enjeux, trop de regards. Ce fut dans une maison d'accueil d'anciens pupilles de l'État, à quelques kilomètres de Tours, que leurs 2 mondes se frôlèrent enfin. Il entra, un peu hésitant, grand, mince, les traits marqués par l'attente. Et ses yeux, ces mêmes yeux que son père biologique, ce vert presque doré, unique. Le même pli au coin du sourire, la même manière de froncer les sourcils quand il doute. Sophia ne dit rien. Elle le regarda, et il la regarda, longtemps. Puis, simplement, il dit « Je crois que je vous connais, pas ici. » Il posa sa main sur sa tête. Mais là, il la posa sur son cœur. Sophia s'effondra dans ses bras. Pas un cri, pas un mot. Juste ce contact, ce lien que rien, ni le temps, ni les dossiers falsifiés, ni le silence institutionnel n'avaient pu effacer. Ils restèrent là, enlacés, 2 corps que le monde avait voulu séparer à jamais. 2 âmes amputées qui se retrouvaient sans preuve, mais avec une certitude. Le jour de l'audience publique arriva. Devant le tribunal administratif de Bordeaux, une foule s'était rassemblée. Des maires, des associations, des journalistes. Sophia, droite dans son manteau noir, portait le regard d'une femme qu'on ne fait plus plier. Elle n'était plus seule. Elle entra dans la salle d'audience comme on entre dans un lieu sacré. Derrière elle, Raphaël, son fils retrouvé. 27 ans. Des traits qu'elle connaissait sans les avoir jamais vus grandir. Il posa une main discrète sur son épaule avant qu'elle ne s'avance. Les avocats exposèrent les faits, le dossier, les preuves, la signature falsifiée de sortie de maternité, le certificat de décès jamais délivré, les archives disparues. Puis, Sophia se leva, et d'une voix claire, sans trembler, elle parla. « J'avais 19 ans, j'étais seule, j'ai mis au monde un bébé en pleurant de joie. On m'a dit qu'il était mort, on a refusé que je le voie.
On m'a dit que c'était pour mon bien, mais ce n'était pas vrai. Il n'était pas mort, il avait été vendu. La salle retint son souffle. Même les juges, d'ordinaire impassibles, semblaient sendus. Un silence viscéral, épais comme la honte, s'installa. Elle poursuivit. On m'a volé ma maternité, mon chagrin, ma vie. Et pendant 27 ans, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Elle tendit alors une photo, celle de Raphaël, enfant, dans les bras de ses parents adoptifs. Une image extraite d'un album qu'il avait retrouvé. Au dos, été 1996, premier été avec notre miracle. Le président du tribunal se pencha en avant. « Madame, savez-vous que ces faits, si confirmés, pourraient impliquer plusieurs niveaux de responsabilité ?» Elle hocha la tête. Les larmes montaient, mais elle les contenait. « Je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour que plus aucune femme ne vive ce que j'ai vécu. Je suis là pour la vérité. » Le procureur, jusque-là silencieux, prit la parole. Il annonça l'ouverture d'une enquête pénale pour falsification d'actes d'état civil, vol d'enfants, dissimulation de preuves et complicité institutionnelle. Dans le public, une femme s'effondra en larmes, puis une autre se leva. « Moi aussi, on m'a dit que mon bébé était mort, en 1988. » Et une autre voix, « Et moi, en 1992. » Sofia les regarda. Elle ne pleura pas. Elle comprit, à cet instant précis, que son histoire n'était pas un accident, c'était un système, et elle venait d'en briser le cœur. 1 an a passé depuis l'audience. L'enquête a révélé l'ampleur du scandale. Une maternité fermée depuis 2002, une ancienne sage-femme mise en examen, des signatures retrouvées dans plusieurs dossiers, des registres truqués, une chaîne de complicité longue, étouffée par des années de silence. Mais pour Sofia, la justice n'est pas une fin, c'est un commencement. Elle vit désormais à Toulouse, près de Raphaël. Ils ne rattrapent pas le temps perdu, ils en créent un nouveau, parfois maladroit, souvent bouleversant. Elle ne dit pas « mon fils » tout de suite. Lui ne dit pas « maman » non plus. Mais dans certains silences, dans certains regards, quelque chose d'essentiel circule. Un jour, il lui a demandé « Et si je n'avais jamais posté cette photo sur ce réseau social ?» Elle l'a regardé longuement. « Alors je t'aurais peut-être jamais retrouvé, mais même sans te voir, je t'ai toujours cherché. » Raphaël l'a prise dans ses bras, pas comme une mère, pas comme un fils, comme 2 âmes arrachées l'une à l'autre, réunies à l'endroit exact de la cicatrice. Le livre de Sofia paraît bientôt. Titre « Ce bébé n'était pas mort ». Témoignage brut, sans détour, dédié à toutes les mères qu'on a fait taire. Des écoles, des associations, des institutions la contactent. Elle parle, elle raconte. Elle devient, sans l'avoir voulu, une voix, une lumière dans ce noir ancien. Parfois, seule, elle repense à cette nuit de janvier 1996, à ce premier cri qu'elle n'a pas entendu, à cette berceuse qu'elle n'a jamais pu chanter. Mais désormais, quand elle ferme les yeux, elle n'entend plus le vide. Elle entend son fils dire « Je suis là ». Si cette histoire t'a remué, si elle a réveillé une mémoire, une blessure, une vérité qu'on t'a imposée, alors ne la garde pas pour toi. Parle, commente, partage, parce qu'en brisant le silence, on ouvre une brèche. Et dans cette brèche, parfois, quelqu'un retrouve enfin sa lumière.